Voilà, merci beaucoup Madame Moni pour cet exposé. On va passer au mien du coup. J'ai donc écrit une contribution dans l'axe 3 intitulée La santé au travail dans le secteur des titres services, état des lieux et réflexion sur l'effectivité des droits des travailleuses et travailleurs après la pandémie de la Covid-19. Et je voulais remercier Vanessa de Grève de m'avoir suivi ces derniers mois pour la rédaction de cette contribution. Donc, j'ai choisi ce secteur en particulier parce que c'est un secteur qui est composé à 97% par des femmes. C'est d'ailleurs pour cela que je fais le choix de continuer mon exposé au féminin pour les termes désignant les travailleuses. Et en outre, il emploie des travailleuses dont le niveau de formation ne dépasse généralement pas le diplôme d'enseignement primaire ou secondaire et qui sont pour une forte proportion issues de l'immigration. Aussi, c'est un secteur qui a été fortement impacté par la pandémie et surtout en termes de respect du droit de la santé durant la crise. Ça a été particulièrement dramatique puisqu'on enjoignait à tout le monde de rester chez soi, mais on a demandé aux travailleuses de service d'aller nettoyer dans des domiciles où toute la famille était en télétravail ou en enseignement à distance. Et donc le respect de distance de sécurité était impossible. Et même au début, le matériel n'était pas fourni par l'employeur. Ces conditions de travail ont d'ailleurs été dénoncées dans un livre noir compilant les témoignages des aides ménagères dans lequel on peut lire qu'il y avait aussi un problème de la part des utilisateurs qui ne prévenaient pas quand ils étaient malades et c'était la travailleuse qui le découvrait en arrivant. Et si cette crise a permis une mise en lumière du secteur, il s'avère que les problématiques de santé au travail existaient déjà, comme en témoignent les différentes études que j'ai référencées dans ma contribution vers laquelle je vous renvoie. Je vous invite vivement à lire ces contributions pour comprendre les problèmes de santé auxquels les travailleuses sont confrontées. Selon celle-ci, le métier d'aide ménagère a un impact négatif sur la santé, particulièrement sur les troubles musculo-squelettiques, sur le taux de mortalité dû aux maladies respiratoires et cardiovasculaires et sur la santé psychique, puisque une partie non négligeable des travailleuses serait sujette à des violences liées au sexe au travail. Voici donc pour le choix du secteur. L'objectif de ma contribution était de présenter ce secteur sous l'angle du droit à la santé au travail, voir s'il y avait des problèmes et si oui, voir comment le secteur était amené à évoluer sur ces questions en particulier. Et mon exposé suivra le plan suivant. Premièrement, je fais un très bref rappel du dispositif titre service. Deuxièmement, je survole le droit belge de la santé au travail pour ce secteur. Troisièmement et quatrièmement en même temps, je propose une analyse de deux singularités qui, selon moi, rendent parfois complexe l'application de ce droit belge et je vois quelles solutions ou perspectives sont proposées pour y pallier. Donc, le dispositif des titres services est apparu dans l'arsenal juridique belge dans les années 2000 et a quasiment été intégralement régionalisé lors de la 6e réforme de l'État. Techniquement, une entreprise agréée engage une travailleuse et la met en relation avec un utilisateur privé, personne physique, pour effectuer une activité, par exemple le nettoyage du domicile ou le repassage. Puisque ces prestations étaient bien souvent réalisées au noir, il a fallu convaincre l'utilisateur de les faire rentrer dans le circuit légal et pour ce faire, l'État prend en charge une partie du prix de la prestation et en plus, l'utilisateur va pouvoir déduire fiscalement à l'impôt des personnes physiques ces titres services achetés. Ce système a été un apport décisif pour des milliers de travailleuses puisqu'elles ont désormais un vrai contrat de travail avec l'entreprise agréée, avec tous les droits qui s'en suivent et dont celui des prestations de sécurité sociale. Pour vous donner une idée, l'emploi via les titres services occupait pour le premier trimestre 2021 150 346 travailleuses et 1507 entreprises titres services. Pour la présentation de la manière dont le droit régit le secteur, je vous renvoie également à ma contribution, mais très brièvement, j'aimerais vous dire deux choses. Premièrement, l'exécution du contrat de travail titre-service est soumise au droit de la santé au travail belge, qui est contenu dans la loi bien-être et le code du bien-être au travail. Et c'est l'article 9 quinquès de l'arrêté royal concernant les titres-services du 12 décembre 2001 qui confie le respect du bien-être au travail à l'entreprise agréée en tant qu'employeur. Aucune obligation de main morte ne pèse sur l'utilisateur, c'est l'employeur qui est uniquement responsable. C'est donc à lui de réaliser entre autres l'analyse de risque et de mettre en place les mesures de prévention adéquates. Deuxièmement, dans ma contribution, j'ai analysé les conventions collectives de travail adoptées par les commissions paritaires compétentes, qui sont indiquées sur ce PowerPoint. La commission paritaire majoritairement compétente, la 322.01,
dont relève 92,31% des travailleuses, a adopté de nombreuses CCT et a institué un fonds de formation sectoriel qui propose de nombreuses formations aux travailleuses. J'ai toutefois relevé que, curieusement, cette commission paritaire n'avait pas adopté de CCT pour la prévention contre les risques psychosociaux, or que les autres commissions paritaires, qui sont minoritairement compétentes, ont toutes adopté des CCT réglant cette problématique. Donc, on passe à la troisième partie. Donc, durant mon analyse exploratoire du secteur, j'ai dégagé des singularités qui, selon moi, compliquent parfois l'effectivité du droit de la santé au travail. Et aujourd'hui, j'en expose deux, la triangulation de la relation de service et le lieu de travail. Et directement, j'analyse les solutions qui peuvent être apportées. Et on voit que la pandémie a vraiment provoqué un électrochoc, puisque l'activité législative s'est vraiment intensifiée suite et pendant la crise. Donc la première singularité, donc la triangulation de la relation de service. Donc premièrement, la triangulation de la relation de service donc, entre l'entreprise agréée, la travailleuse et l'utilisateur est parfois problématique. En effet, certaines entreprises agréées, plus particulièrement celles constituées sous la forme de sociétés commerciales, n'encadreraient pas toujours correctement leurs travailleuses du point de vue du droit à la santé au travail et agiraient en fait plus comme un intermédiaire motivé uniquement par la rentabilité de leur entreprise. Et donc, c'est finalement l'utilisateur qui devient l'employeur de fait, or que celui-ci n'a aucune connaissance en matière de droit de la santé au travail et qu'il n'a aucune obligation ni responsabilité envers la travailleuse. Et en fait, in fine, apparaît donc le risque que le droit de la santé passe à la trappe, puisque tout simplement, personne ne s'en occupe. On pense notamment aussi à la confusion qui peut apparaître dans le chef de la travailleuse, puisqu'elle ne sait plus vraiment à qui s'adresser en cas de problème. Et donc, elle n'a pas d'interlocuteur, or que c'est une obligation de l'employeur. Dans le même ordre d'idée, on peut également se douter que ce n'est pas toujours dans l'intérêt de l'entreprise agréée de jouer aux gendarmes, entre guillemets, en imposant des mesures strictes concernant le droit de la santé au travail aux utilisateurs pour ne pas perdre le client, tout simplement. Bref, on comprend donc que l'employeur a le rôle principal et que si lui ne remplit pas ses obligations, c'est tout le droit de la santé au travail qui passe à la trappe. Et donc, je pense que toutes les perspectives qui doivent être envisagées doivent viser à un renforcement des obligations, notamment d'information et de formation, dans le chef de l'employeur, puisque c'est lui l'acteur principal de la prévention, et c'est lui aussi qui a une vue précise sur les dangers que comportent ces activités, ainsi que les méthodes pour y pallier. Et on voit en fait que ces obligations ne sont pas toujours remplies, et notamment en ce qui concerne les formations, et précisément les fonds de formation qui, selon un rapport récent d'IDEA Consult, seraient sous-utilisés, or qu'il en existe quand même pas mal. Une des réformes envisagées par certains pour renforcer justement ce rôle en amont de l'employeur serait donc de faire varier le taux d'intervention des pouvoirs publics dans le remboursement du titre service à l'entreprise agréée en fonction de la qualité de l'emploi proposé. Donc par exemple, en fonction de la fréquence à laquelle les formations sont proposées, du suivi médical proposé par l'entreprise. Et pour le surplus, je vous renvoie à la contribution et je passe à la deuxième singularité. Ensuite, donc la deuxième singularité que j'ai analysée, c'est le lieu de travail. Le contrat de travail titre service est souvent exécuté par la travailleuse en dehors des locaux de l'employeur, dans le domicile de l'utilisateur, et cela engendre certaines problématiques en termes de santé au travail. Tout d'abord, il s'avère que la plupart des employeurs ne se déplacent pas sur les lieux de travail avant le début des prestations. Or, c'est problématique puisqu'il est censé réaliser une analyse de risque et que pour ce faire, il est censé avoir une idée précise des environnements de travail dans lesquels sa travailleuse exerce ses fonctions, du matériel et des produits mis à sa disposition, ainsi que des comportements des utilisateurs. Et c'est seulement grâce à cette analyse qu'il va pouvoir proposer les mesures de prévention adéquates et voir aussi si le contrat tel qu'il a été conclu avec l'utilisateur est réalisable, donc en termes de charge de travail pour l'horaire déterminé, et qu'il ne concerne que des tâches autorisées par la loi. Et donc on se retrouve avec une analyse de risque qui n'est pas valablement réalisée, et ceci est d'autant plus problématique que le Code du bien-être au travail impose à l'employeur que les lieux de travail répondent à certaines prescriptions, donc en termes d'éclairage, d'aération, de température, etc. Ensuite, ce lieu de travail est également problématique au niveau de la surveillance du respect du droit de la santé au travail effectué par les inspecteurs sociaux. En effet, en vertu du Code pénal social, ils ne peuvent pas rentrer librement dans les espaces habités et donc les travailleuses du secteur des petits services
ne jouissent pas de la protection de contrôle prévue pour la plupart des autres secteurs. Enfin, ce lieu de travail crée une situation d'isolement. Cet isolement est dangereux en termes de risques psychosociaux. D'abord, bien sûr, la solitude. Ensuite, la difficulté à échanger entre collègues et donc à aboutir à une revendication syndicale en cas de problème. Et enfin, surtout, aux agressions liées au sexe au travail qui peuvent avoir lieu donc, dans les domiciles où l'employeur n'est pas présent et donc est impuissant. Donc on comprend donc que le lieu de travail est parfois problématique et plusieurs perspectives ont été proposées qui passent notamment par une plus grande responsabilisation de l'utilisateur. Et on constate que la pandémie de la Covid-19 a été réellement décisive en ce sens. Premièrement, et c'était déjà suggéré par de nombreux acteurs et sur le site internet du SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale, la région wallonne est en passe d'adopter un décret imposant la conclusion d'une convention écrite entre l'entreprise agréée et l'utilisateur avant que le travail ne commence et qui comprendrait notamment les tâches autorisées et les tâches interdites, l'interdiction de discrimination, les caractéristiques du matériel et des produits mis à disposition par l'utilisateur et surtout, lorsque les activités sont réalisées à domicile, les modalités selon lesquelles l'entreprise agréée peut se rendre au domicile de l'utilisateur afin de veiller au bien-être des travailleuses. C'est encore au stade d'avant-projet de décret, mais ce dernier point, je crois, serait décisif puisqu'il établirait noir sur blanc que l'employeur puisse se rendre au domicile et que cela soit assimilé à une pratique courante suggérée. Dans ce même avant-projet, on retrouve également une nouvelle disposition qui serait également une avancée décisive en droit de la santé au travail puisqu'elle prévoit en région wallonne toujours la possibilité d'exclure l'utilisateur qui aurait adopté un comportement incompatible avec le bien-être et la sécurité du travailleur. Cela s'ajouterait donc à ce qui existe déjà, c'est-à-dire la possibilité d'exclure l'utilisateur qui aurait participé de manière intentionnelle à une infraction commise par l'entreprise pendant une durée d'1 an renouvelable. Mais de même, pour l'instant, c'est un avant-projet, mais donc affaire à suivre. Deuxièmement, en Flandre, cette fois-ci, a été adopté un décret en juin 2021 pour répondre à l'urgence de la situation, donc ce que je vous disais dans l'introduction, des utilisateurs qui ne portaient pas de masque ou qui ne prévenaient pas parce qu'ils étaient malades. Et ce décret est intéressant à deux égards. D'une part, ce qui a été adopté, c'est que si l'utilisateur flamand viole les mesures de sécurité prises pour faire face à une urgence civile en matière de santé publique, il peut désormais être exclu du système T-Service pendant 1 an maximum, en cas de récidive pendant 5 ans maximum. Ici, donc, on a ajouté un cas, celui qu'on a vu de participation intentionnelle, et on a allongé la durée, puisque avant juin 2021, c'était limité à 1 an maximum renouvelable. D'autre part, l'avant-projet du décret finalement adopté était plus ambitieux, puisque, au-delà du contexte pandémique, il prévoyait d'autres cas d'exclusion, et notamment celui de l'exclusion de l'utilisateur en cas d'acte de violence, de harcèlement ou de comportement sexuel non désiré au travail. Finalement, le Conseil d'État a dit que ces cas étaient indépendants de la pandémie et donc ça ne pouvait pas faire partie du décret adopté puisque l'urgence avait été invoquée pour demander l'avis du Conseil. Mais lors d'une séance plénière, le gouvernement flamand a assuré qu'un autre projet de décret contenant la mesure sera ultérieurement soumis. Et cela sera sans aucun doute un apport décisif dans la prévention contre les risques psychosociaux pour le secteur. Troisièmement, et je n'en dirai qu'un mot, il a été annoncé en avril dernier la possibilité pour la travailleuse de suspendre ses prestations si elle ne se sent pas en sécurité, et ce, moyennant un contact préalable avec leur employeur, tout en conservant intégralement son salaire. Un projet d'arrêté ministériel contenant la mesure a été proposé, mais la section législation du Conseil d'État a estimé que le dispositif devait plutôt être inséré dans un arrêté royal, donc pour l'instant, elle ne s'est pas encore traduite juridiquement. Toujours est-il que cette mesure, une fois adoptée, aura vraiment le mérite d'offrir à la travailleuse une base légale spécifique lui permettant de réaliser une mini-analyse de risque, mais en pratique, on devra voir comment ce droit de retrait spécifique se modulera. Bref, on voit donc que la pandémie de la Covid-19 a permis de faire bouger les choses, mais j'aimerais souligner deux choses qui doivent être gardées à l'esprit pour toute réforme future du secteur. La première, c'est que le fait de responsabiliser davantage l'utilisateur ou de permettre à la travailleuse d'analyser les risques elle-même ne doit pas corrélativement permettre à l'employeur de se dédouaner de ses responsabilités. C'est lui l'acteur principal de la prévention et ses obligations sont inchangées.
La deuxième, toutes les précautions doivent être prises pour que ces réformes ne découragent pas les utilisateurs à entrer ou à continuer à participer à ce système et que de facto, il y ait un retour vers le noir, vers le secteur informel. Et ça, ce serait vraiment dramatique pour la protection acquise des travailleuses. Voilà, j'ai fait une synthèse de ce que vous trouverez dans ma contribution, mais l'essentiel de ce que je voulais vous dire, c'est que, premièrement, en termes de santé au travail pour le secteur des services, il y a énormément d'autres aspects à analyser. Je pense notamment à la reconnaissance des maladies professionnelles ou encore à la surféminisation du secteur et le risque de ségrégation qu'il crée, et de voir comment le droit de la santé au travail s'adapte finalement à un secteur composé exclusivement de femmes, donc comme en parlait Madame Moni. Peut-être d'ailleurs le panel d'intervenants va nous éclairer sur d'autres points intéressants. Oula, pardon, désolée. Et deuxièmement, c'est sûr que le métier d'aide ménagère comporte des singularités telles que la pénibilité de la charge physique ou les risques découlant du lieu de travail, mais il ne faut pas être fataliste, et le contexte pandémique nous a démontré que des solutions législatives sont envisageables, et j'espère de tout cœur que cette contribution participera à un plus grand engouement de la part des juristes sur ces problématiques. Voilà. Du coup, maintenant, on va passer à la table ronde et j'invite Madame Demey, Monsieur Jacquemin et Madame Verdote.